Start-up. François Wyss de Hubble, l'intelligence artificielle au service du KYC, donc du Know Your Customer, et de l'identité du client. Voilà, intelligence artificielle. Je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. J'imagine que la journée a été dense. C'est la dernière keynote, donc je vais essayer d'être précis et concis. Je m'appelle François, je pilote le projet Hubble. Et je vais vous parler cet après-midi d'un sujet qui est de plus en plus important pour les entreprises à mesure qu'elles se déploient sur Internet, mais qui est aussi un sujet qui est important pour chacun d'entre nous en tant qu'individu et citoyen. Donc, l'identité en ligne et la vérification d'identité en ligne, c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour les entreprises, c'est une question réglementaire. Si vous êtes une banque, une assurance, un organisme de crédit, une plateforme de jeux en ligne ou même une marketplace qui fait de l'encaissement pour compte de tiers, vous devez respecter la réglementation pour la lutte contre le financement du terrorisme, pour la lutte contre le blanchiment d'argent, pour la lutte contre la fraude fiscale. Et si l'ACPR, en fait, donc l'autorité de contrôle prudentiel, constate que vous ne faites pas tout ce qu'il faut pour être en règle avec cette réglementation, les risques sont assez élevés. On parle de pourcentage de chiffre d'affaires, donc les amendes sont exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, et c'est du pénal pour les mandataires sociaux. Donc il y a une dimension réglementaire très forte. Il faut que vous sachiez avec qui vous rentrez en relation d'affaires. C'est le terme qui est employé. Ensuite, il y a des problématiques de protection, à la fois des protections des individus et de leur identité, faire en sorte qu'ils ne se fassent pas usurper leur compte, et des protections contre la fraude en ligne. Un petit chiffre, un des plus gros retailers e-commerçants français, quand il analyse ses commandes chaque jour, il estime qu'il y a 1 à 2% des commandes qui sont à risque. Et ça veut dire qu'en gros, il y a 1 ou 2% des commandes où ils ne sont pas sûrs que ce soit vraiment le titulaire du compte qui passe la commande. Donc c'est vraiment important de maîtriser ça. Et la fraude en ligne, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple pour un opérateur télécom de dire, bah voilà, moi je vends des abonnements en ligne et je vends des téléphones qui sont subventionnés. Donc la personne repart avec un téléphone qui coûte 1 000 € mais le paye 200 €, en échange de s'engager à payer un forfait qui coûte en général cher. Et si vous n'avez pas vérifié son identité, bah, la personne peut partir avec le téléphone et jamais payer son abonnement. Et enfin, il y a une troisième thématique qui est la confiance. C'est de plus en plus important dans toute l'économie collaborative. Donc du BlaBlaCar, du Drivey, du Airbnb. Savoir que l'identité de la personne qui va me conduire de Paris à Tours a été vérifiée par Airbnb, ça crée de la confiance. Savoir que c'était BlaBlaCar. Savoir que Airbnb a l'identité de la personne qui va visiter mon appartement, ça crée de la confiance. Donc c'est 3 sujets qui sont très importants, mais le challenge en fait, c'est que vérifier l'identité des gens, en général, ça crée de la friction. Or, dans le web, on fait tout pour éviter un maximum la friction utilisateur et pour avoir des conversions les plus rapides. Donc c'est totalement antagoniste avec tous les efforts que vous faites pour avoir une user experience vraiment sympathique. Et pourtant, ça doit être fait. Donc la question qui se pose sur l'identité en ligne, elle se pose de façon très simple, c'est comment on fait pour que ce soit à la fois simple, mais fiable. Alors, il y a plusieurs approches sur l'identité en ligne. La première, c'est de dire on a un document d'identité physique qui est régalien, qui est en fait le seul qui est vraiment valable pour déclarer votre identité. Mais il est physique et ce n'est pas hyper pratique. Donc on va l'importer une fois de façon très très fiable dans une base de données digitale. Après, on s'en référera à cette base pour utiliser son identité en ligne. L'autre approche, c'est de dire, bah, pour l'instant, on fait avec le document physique, et à chaque fois qu'on a besoin de déclarer son identité en ligne, eh ben, on réimporte la preuve d'identité physique dans le monde digital. La plus grosse base d'identité en ligne, et la plus fiable, c'est celle de Facebook. En fait, sur Facebook, vous êtes censé vous inscrire avec votre véritable identité. Alors, tout le monde ne le fait pas, mais Facebook dispose de pas mal de subterfuges pour vous faire déclarer votre véritable identité. Donc parfois,
votre compte est attaqué, donc ils vous disent, bah voilà, pour des raisons de sécurité, renvoyez-nous une pièce d'identité pour qu'on sache que c'est bien votre compte. Facebook, de plus en plus, déploie des fonctionnalités de marketplace. Donc marketplace, transaction. Transaction, ça rentre sous le coup de différentes réglementations et c'est un prétexte supplémentaire pour que Facebook vous demande votre pièce d'identité. Il y a quelques mois, Facebook a racheté une société qui s'appelle Confirm.io, dont la spécialité, c'est une société américaine. La spécialité de Confirm.io, c'est vraiment d'évaluer la véracité des documents d'identité de façon digitale. Donc vous prenez, vous avez tous vécu ça, vous prenez en photo ou une ou plusieurs photos de la pièce d'identité et Confirm.io va dire ok, c'est une vraie pièce d'identité, donc l'identité du compte Facebook va être matchée avec le compte. Donc ce qui se passe, c'est que Facebook est en train de construire une base d'identité fiable et surtout qui a aspiré la preuve régalienne du document physique. Et donc dans un futur assez proche, le Facebook Connect servira et peut servir de preuve d'identité. Vous avez l'identité physique qui est rattachée à un compte Facebook sécurisé. Le Facebook Connect permet, par translation, d'insérer, par exemple au moment où vous inscrivez sur une banque en ligne, permet d'insérer votre identité dans la boucle et éviter les frictions. Alors d'un point de vue d'expérience utilisateur, c'est génial. Mais nous, personnellement, chez Hubble, on se dit que confier notre identité digitale à Facebook, ce n'est pas forcément une bonne idée. Il y a d'autres initiatives d'identité digitale qui sont déployées. Alors, il y a France Connect, je ne sais pas si des gens la connaissent. On parle beaucoup d'identité dans la blockchain. Toutes ces choses-là, peut-être qu'à long terme, ça va finir par émerger, mais ça a vraiment un vrai problème de couverture parce qu'il y a très peu de gens qui l'utilisent. Et donc, c'est un gros point d'interrogation. L'autre façon de faire, c'est de continuer à composer avec le document physique. Alors le document physique, il y a une première façon de faire qui est ce qu'on appelle le selfie plus photo. Si vous avez utilisé Blablacar ou vous êtes inscrit à Airbnb, en gros ça consiste à prendre un selfie, une photo de la pièce d'identité, et les deux sont moulinés par un algorithme, donc c'est automatique, et on évalue que la photo correspond à la photo de la pièce d'identité, que la pièce d'identité a priori est valide, donc, a priori parce qu'en fait c'est pas très fiable. Et on peut continuer le process. Donc ça résout le problème de l'expérience utilisateur, mais ça ne résout pas vraiment le problème de la sécurité. En revanche, c'est scalable, ça s'implémente facilement, et ça ne coûte pas très cher. Le pricing de ces solutions, ça se fait au volume, donc c'est entre 50 centimes et 1 euro l'identité vérifiée. Ça peut être un peu plus dégressif en fonction des volumes. L'autre alternative, c'est ce qu'on appelle le call center vidéo. Donc là, c'est principalement les banques qui utilisent ça, parce que c'est elles qui ont les plus gros risques aujourd'hui en termes de réglementation. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez rendez-vous avec un opérateur, un téléopérateur, qui derrière sa vidéo va observer la pièce d'identité. Donc il va vous guider, vous demander de faire un certain nombre de manipulations avec votre pièce d'identité, de la rapprocher vraiment de l'objectif de votre smartphone ou de votre laptop. Et la personne va pouvoir voir qu'il y a des hologrammes, des zones de sécurité conformes aux vraies pièces, lire la pièce. Bien sûr, elle voit votre visage en même temps. Et donc, elle valide comme ça votre identité. Et c'est aussi fiable qu'un contrôle d'identité physiquement à un guichet. Donc là, on résout la fiabilité. On ne résout pas l'expérience utilisateur parce qu'en gros, autant quand on a des petits volumes, le call center il peut suivre, mais quand il y a des pics comme au Black Friday, si vous devez vérifier 1% de vos transactions le jour du Black Friday avec un call center vidéo, c'est absolument pas possible. Donc il y a un problème de scalabilité. Et enfin, c'est plutôt très cher, c'est entre 5 et 10 euros par vérification. Donc nous, ce qu'on est en train de construire, on part du principe que pour l'instant, le document de référence pour l'identité, ça reste le document physique. On ne part pas du tout sur une base d'identité digitale. Et on se dit, il faut qu'à chaque fois qu'on ait besoin d'importer le document physique dans le monde du digital, ce soit rapide et pratique. Et surtout fiable. Donc on va garder l'aspect streaming vidéo en live, mais toutes les vérifications qui sont faites par l'opérateur humain, on va les remplacer par des machines. Donc des machines qui vont être capables, bien sûr, de repérer que le visage est un vrai visage, qu'il est animé, qui va pouvoir repérer la photo et faire le matching entre les deux. Et surtout, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'avoir une évaluation de la véracité de la pièce d'identité à partir de ce flux vidéo.
Parce que l'opérateur humain, qu'il soit entraîné ou pas, il a quand même une bonne notion pour se dire est-ce que c'est plutôt une vraie pièce d'identité ou plutôt une fausse. Et bien sûr, les faussaires de génie, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital, ils arrivent à tricher. Mais un collage grossier, c'est pas si facile que ça à faire apprendre et à faire détecter à des machines. Donc il y a un vrai pari dans ce projet qui est de se dire, ok, sur un flux vidéo, en remplaçant les humains par des machines, on sait évaluer la véracité de la pièce d'identité. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que très souvent, la vérification d'identité, elle est pensée par les banques, les marketplaces ou autres, comme une friction à un moment clé. Nous, on pense qu'on peut un peu retourner le processus et se dire, ok, de toute façon, la personne, ça peut la rassurer, on peut passer des messages positifs, et surtout, toutes les petites manipulations qu'on lui fait faire, elles peuvent être un peu gamifiées, et avec de la réalité virtuelle un peu bien sentie et des petits filtres à la Snapchat, il y a moyen de faire une expérience qui engage avec la marque dès le début de ce processus, ce qui fait que finalement, il devient non seulement rapide, mais il devient ludique. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris avec votre smartphone des photos en mode panorama, mais très souvent, il y a une petite pastille, on vous dit rejoignez la petite pastille. Si on s'appelle Drivey, on peut se dire en fait c'est une petite voiture Drivey qui se déplace et le but c'est de la suivre quand on fait un panorama de la pièce d'identité par exemple. Donc on travaille aussi à vraiment donner les outils lors de l'expérience de vérification d'identité, donner les outils aux entreprises pour la personnaliser et la gamifier. Alors c'est un projet qui est assez ambitieux, qui est compliqué techniquement. Alors on a la chance d'être financé dès le début. Il y a beaucoup de talent autour du projet. On est allé chercher la personne qui a monté la data science et le machine learning chez Criteo. On est accompagné par des gens de l'ENS Cachan en computer vision pour tout ce qui est vraiment science de l'image et pour reconnaître les documents d'identité. On a l'expertise de Gemalto pour tout ce qui est documents d'identité et sécurité. Alors aujourd'hui, nous, on n'a rien à vendre. Le Go Live, il est prévu plutôt pour la fin de l'année, au quatrième trimestre. Donc restons en contact et puis j'espère qu'on réussira à créer ce produit. Merci beaucoup François. Est-ce qu'il y a des questions pour François? On n'est plus très nombreux. Moi, évidemment, j'aurais des questions, mais j'ai pas envie trop de vous retenir. Mais parce que sur la blockchain, tu es passé assez rapidement. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu en détail le dispositif France Connect? Est-ce que c'est une vraie blockchain? Alors, je pense pas, parce que quand ils l'ont lancé, c'était pas encore à la mode. Pour bien expliquer aussi ce qu'est censé faire la blockchain dans la vérification d'identité. Alors, en fait, la blockchain, ce sera juste l'endroit où est stockée l'information. Et ce sera un protocole qui fera que seule la personne qui a mis son identité dans la blockchain peut la récupérer. Donc c'est un système de clés. Il y a deux clés. Il y a une clé publique et une clé privée. Et donc à une clé privée correspond la clé publique qui permet d'aller interroger la blockchain. Mais pour déclencher la clé publique, il faut avoir la clé privée. Ça, c'est pour France Connect uniquement ou... Alors c'est un principe de blockchain universel en fait. Mais on peut avoir ce processus, alors ce qu'on appelle des certificats d'authentification, c'est de la cryptographie. Je ne suis pas un expert, hein, mais c'est relativement standard. C'est juste sécuriser l'accès à une base de données. Il faut, par exemple, quand vous avez un token, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, voilà, le token peut être le déclencheur du certificat. Donc seul le détenteur du token peut déclencher le certificat et aller chercher son identité. Et donc ça marche quelle que soit la base de données. En revanche, la base de données blockchain, c'est plus quelque chose qui fait qu'elle est encore plus sécurisée parce que personne ne peut la capter entièrement. En fait, c'est juste ça. Parce que si je pousse encore plus loin, toutes les solutions de Hubble, en fait, elles vont devenir un peu... c'est un peu une question qui fâche. C'est mon côté journaliste qui ressort, mais rapidement obsolète avec la blockchain, puisque, en fait, si on l'explique de bout en bout,
C'est effectivement un registre de données, mais c'est un monde sans intermédiaire, donc sans solution comme Hubble, puisque vous, moi, tout le monde, nous émettrons des données qui se vérifieront entre elles via un système de nœuds. J'envoie un micro-signal à la personne en face de moi qui me répond. Du coup, voilà, je suis authentifié grâce à une communauté, en fait. Donc tout ce qui est reconnaissance faciale, tout ce que vous avez montré, ça devient obsolète assez vite. Tout à fait. Alors assez vite, en fait, on ne sait pas trop à quelle vitesse. Mais pour construire la base de données, que ce soit dans la blockchain ou non, il faut un jour importer cette identité. Donc de toute façon, toutes les identités qui sont dans la blockchain seront passées par une technologie comme Hubble ou une autre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en général, la loi prévoit que l'identité, on doit la rafraîchir. C'est-à-dire que le KYC, il est valable quelques années pour la banque, je crois que c'est 2 ou 3 ans, et après, on doit le refaire. Donc, il y aura moins de volume, c'est sûr, mais en tout cas, il faudra toujours avoir la pièce physique qui est importée à un moment ou à un autre dans une base de données, qu'elle soit blockchain ou non. Et en fait, ce qu'on pense aussi... Pièce physique, ça se dématérialise aussi quand même Alors, beaucoup. Voilà, donc là c'est aussi... est-ce que les gouvernements vont moderniser ou pas les documents d'identité? C'est une vraie question. Mais on a discuté avec des experts chez Gemalto, la ligne temporelle, c'est plutôt 10 ans. Ça, c'est le premier point. Et après, tous ces sujets, nous, on les suit. On sera prêt aussi à adapter notre produit. Mais on pense que de toute façon, pour réussir, il faut être dans le flux des identités. Aujourd'hui, le flux, il passe par la vérification de documents. Et effectivement, on pourra l'archiver. Mais c'est ceux qui ont le flux qui pourront dire, bah, OK, ce flux, je l'accumule. Finalement, je construis ma base de données parce que comme je suis intégré chez Cdiscount, chez BNP et puis chez Blablacar, je vois passer la moitié des Français par an. Donc j'archive ces identités et je leur donne le moyen après de la récupérer qu'eux-mêmes. Donc c'est comme ça qu'on construit en fait le reach identitaire. Et le construire de zéro, c'est très compliqué. C'est ce qu'essaye de faire France Connect. Mais c'est pas déployé parce qu'ils n'ont pas pensé l'expérience utilisateur au jour d'aujourd'hui qui est chacun doit avoir sa pièce d'identité. Et finalement, on a plus sur soi sa pièce d'identité que son numéro, son token France Connect qu'on a oublié en fait. Qu'est-ce qu'il en est de la biométrie? Parce qu'il y a le digital, il y a le combiner avec le visuel, il y a même plein d'autres techniques qui peuvent se combiner pour être un peu plus fiable. Est-ce que c'est pas ça l'avenir en fait au bout du temps de l'identité? Alors, il y a des pays où il y a déjà des bases de données biométriques centralisées, par exemple en Inde. Donc là, le problème est résolu de facto. Alors, moi, je ne sais pas quel sera le choix des concitoyens sur ces sujets-là. Je pense que ce sera à discuter. Il y aura des débats sur est-ce qu'on met en place des bases de données centralisées, biométriques, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une solution. En fait, la pièce d'identité telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est déjà biométrique. C'est la biométrie de votre visage. Alors, c'est une biométrie assez basique, mais c'est déjà biométrique. Ce qui pourrait se passer, alors c'est un peu compliqué, mais vous pourriez avoir une pièce d'identité dans laquelle localement votre empreinte digitale, par exemple, a été enregistrée, et seul vous, avec votre empreinte digitale, vous pouvez activer votre pièce d'identité, qui est aussi digitale et qui enverra un signal justement à une blockchain. Et c'est via votre exactement, c'est via votre biométrie qui est prise par la pièce d'identité qu'on va chercher l'identité digitale. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de stocker localement la biométrie. La biométrie sera distribuée dans la pièce d'identité. Mais ça, c'est pareil, c'est très spéculatif, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Et vous répondez à un besoin immédiat des entreprises, mais il y a immédiat, quand même des choses qui se dessinent. 5-7 ans. 5-7 ans. Ouais. Voilà. Regardez les nouveaux permis de conduire, le temps qu'ils mettent à se déployer. Ça, c'est des questions qui sont très compliquées pour nous, parce que il y a certains clients qui vont dire ce serait bien qu'on accepte les permis de conduire. Il y a des permis de conduire qui ont 40 ans. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on arrive à lire quelque chose et à extraire de l'information. Et le scoring de fiabilité est très faible de facto sur cette pièce. Donc, ça met du temps à se déployer tout ça. Très bien. Écoutez, je pense qu'on va te libérer. Merci beaucoup, François Wyss. Merci à tous pour cette journée.